À l'été 1683, le destin de l'Europe tout entière tenait sur une seule ville. À l'est s'étendait la toute-puissante empire ottoman, 300 000 hommes, une marée de bannières, de canons et d'acier, déferlant sur Vienne comme la colère même de Dieu. À l'ouest, 15 000 défenseurs seulement, une poignée de soldats, de prêtres et de citoyens, debout sur des remparts en ruine, ne vivant plus que de foi et de feu. Pendant 60 jours, la ville brûla sous la lune du croissant. Pendant 60 nuits, son peuple ne lutta pas pour la victoire, mais pour la survie. C'était une guerre entre deux mondes, l'islam et la chrétienté, l'empire et la résistance, les ténèbres et l'aube. Et lorsque la poussière retomba, une seule vérité résonna à travers les siècles. Ce n'est pas le nombre, mais le courage qui décide du destin des civilisations. Ceci est l'histoire du deuxième siège de Vienne, la bataille qui sauva l'Europe au bord de la conquête. Pendant des siècles, l'Empire ottoman n'a jamais renoncé à son rêve, conquérir l'Europe. Et Vienne était la porte de ce rêve, la clé du cœur du continent. Plus d'un siècle auparavant, en 1529, le puissant empire, dirigé par Suleiman le Magnifique, avait déjà tenté de prendre Vienne. Mais la pluie, la boue et la résistance acharnée avaient brisé la force de sa grande armée. Le siège échoua. Suleiman se retira, laissant derrière lui des milliers de morts et un rêve inachevé. Ce souvenir ne s'éteignit jamais. Pour les Ottomans, Vienne demeurait une blessure à refermer, une victoire encore à conquérir. À la fin du XVIIe siècle, l'Empire restait redoutable, mais ses frontières commençaient à trembler. En Europe, les royaumes chrétiens étaient divisés. La France rivalisait avec les Habsbourg pour la suprématie. Les États catholiques et protestants se méfièrent les uns des autres. C'était le moment parfait pour qu'une vieille ambition renaisse. À Istanbul, le sultan Mehmed IV rêvait de restaurer la gloire ottomane. Mais c'est son grand vizir, Kara Mustafa Pacha, qui transforma ce rêve en guerre. Fier, discipliné, dangereusement confiant, il croyait que le destin lui-même l'avait choisi pour achever ce que Suleiman avait commencé. Il dit au sultan « Laissez-moi prendre Vienne et j'ouvrirai la route vers toute l'Europe. » Le sultan accepta. Ainsi commença l'une des plus vastes campagnes militaires du XVIIe siècle. Au printemps 1683, l'Empire rassembla toutes ses forces. Les janissaires, en turban blanc, marchaient aux côtés de la cavalerie sipahi. Des cavaliers tatars venus des steppes se joignirent à eux, poussant leurs cris de guerre sous les bannières vertes de l'islam. Derrière suivaient ingénieurs, mineurs et artilleurs, traînant des chariots chargés de vivres, de poudre et de canons. Près de 300 000 soldats avançaient vers l'ouest. Ce n'était pas seulement une armée, c'était une nation en marche. Leur but était clair, écraser les Habsbourg, prendre Vienne et repousser la frontière ottomane jusqu'au cœur de l'Europe centrale. Mais au-delà de la conquête, il s'agissait de foi, de fierté et de vengeance. De l'autre côté de la frontière, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Léopold Ier, hésitait. Il craignait que les puissances chrétiennes divisées ne s'unissent pas à temps. Et lorsque l'armée ottomane approcha, il abandonna Vienne et s'enfuit vers Linz. Il laissa derrière lui à peine 15 000 défenseurs et un seul homme pour les commander, le comte Ernst Rüdiger von Starhemberg. Starhemberg était un homme de fer. Il savait que les murailles étaient vieilles, que le peuple avait peur et que les chances étaient nulles. Mais il savait aussi ce que le sultan avait oublié. Les Ottomans avaient déjà essayé et échoué. Et cette fois, il le jura, Vienne tiendrait encore. Il fit sceller les portes. Il appela chaque citoyen aux armes. Les hommes remplirent des sacs de sable et hissèrent des briques sur les remparts. Les femmes portaient l'eau et les vivres aux soldats. Les enfants apportaient la poudre aux canons. Le son des marteaux et des cloches résonnait dans les rues. Le 14 juillet 1683, l'horizon devint noir. L'armée ottomane était arrivée. Des rangées de tentes couvraient la plaine comme une mer de toile blanche. Les tambours roulaient comme le tonnerre à travers la vallée. Et au centre,
se dressait un grand pavillon vert, le quartier général de Kara Mustafa Pacha lui-même. Cette nuit-là, les habitants de Vienne virent s'élever les feux au-delà des murailles. L'air sentait la fumée et la peur. Certains priaient, d'autres pleuraient. Et quand l'aube se leva, le premier canon tonna. La terre trembla. Le deuxième siège de Vienne venait de commencer. La ville était encerclée, mais pas encore vaincue. À la mi-juillet 1683, Vienne était une ville prise entre la terre et le feu. L'armée ottomane l'encerclait de toutes parts. Un océan vivant de tentes, d'étendards et de soldats s'étendant jusqu'à l'horizon. Chaque jour, le sol tremblait sous le tonnerre des canons. Chaque nuit, le ciel brûlait d'un rouge sang, illuminé par des milliers de feux de camp. À l'intérieur des murs, le comte Starhemberg combattait non seulement l'ennemi au dehors, mais la peur au dedans. Il divisa la ville en secteurs de défense, assignant chaque porte, chaque mur à un capitaine. Les vieillards patrouillaient dans les rues. Les femmes portaient l'eau et les pierres aux bastions. Les enfants couraient d'un poste à l'autre, portant messages et poudre. Personne n'était inactif. Vienne était devenue une forteresse de foi. Le premier bombardement ottoman commença le 17 juillet. Les boulets écrasaient les tours, traversaient les toits et déchiraient les maisons. Les habitants apprirent à vivre avec le bruit, le grondement profond, la poussière qui retombe et les cris lointains des blessés. Et à travers tout cela, les cloches continuaient de sonner, comme pour rappeler que la vie persistait encore entre deux explosions. Depuis son grand pavillon vert, Kara Mustafa observait la ville. Calme, patient, certain de la victoire. Il ne voulait pas détruire Vienne, il voulait la capturer intacte, un joyau pour le sultan, non une ruine. Il ordonna donc à ses ingénieurs de creuser, non d'assaillir. Ces mineurs s'enfoncèrent sous les murs, bourrant les tunnels de poudre pour ouvrir les défenses. Chaque jour, ces tranchées avançaient. Chaque nuit, les défenseurs répliquaient par des raids et des contre-mines. Ils se battaient dans les ténèbres, profondément sous la terre, où l'air se faisait rare et où chaque bruit résonnait comme un souffle venu de l'enfer. Parfois, les mineurs se rencontraient face à face, éclairés par la flamme d'une seule torche, et se battaient au couteau et à la pioche, dans la poussière suffocante. Au début d'août, les vivres s'épuisèrent. La nourriture fut rationnée. Les chevaux furent abattus pour la viande. L'eau devint épaisse et fétide. La maladie se répandit. Une odeur de mort planait sur les rues. Mais personne ne parla de reddition. Pas tant que Starhemberg tiendrait encore sur les remparts. Le comte lui-même fut blessé, une balle de mousquet dans l'épaule. Mais il refusa de se reposer. Chaque soir, il parcourait les murailles, saluait les soldats par leur nom, le bras bandé saignant à travers son manteau. Quand il faiblissait, il leur disait « Tenez bon, les secours viendront ». Même lorsqu'il n'en était plus certain lui-même. À l'extérieur, la patience de Kara Mustafa s'amenuisait. Les semaines passaient, ces hommes mouraient par milliers, frappés par la maladie et l'épuisement. Les tranchées se remplissaient de boue et d'eau, mais il refusait toujours d'ordonner l'assaut final. Il voulait que Vienne tombe par la peur, non par le feu, qu'elle se rende et glorifie son nom à jamais. Ses officiers le suppliaient d'attaquer. Les commandants janissaires avertirent, le moral s'effondrait. Mais l'orgueil du grand vizir était plus fort que sa prudence. Il croyait que la ville s'écroulerait d'elle-même. Il se trompait. Loin au nord, le cri de détresse de Vienne atteignit la Pologne. Le roi Jean III Sobieski, soldat et stratège, célèbre pour avoir déjà vaincu les Ottomans, lut la supplique de l'empereur. Il comprit ce qui se jouait. Si Vienne tombait, l'Empire ottoman ouvrirait les portes de toute l'Europe. Il n'y aurait plus de Pologne, plus d'Allemagne, plus de chrétienté. Alors il convoqua ses nobles et ses chevaliers et parla avec la flamme dans la voix. « Vienne est le mur qui nous protège tous. Si elle tombe, nous tomberons avec elle. » En quelques semaines, son armée se mit en marche. 21 000 soldats polonais, chevauchant vers le sud, rejoints en route par des renforts allemands et autrichiens. Ce fut la première alliance véritable que l'Europe ait connue depuis des générations. Une ligue sainte, unie non par la politique,
mais par la survie. Et pendant que ces armées s'approchaient à travers les collines du Nord, le destin de l'Europe continuait de se jouer sur les murs en feu de Vienne. Au début de septembre 1683, les collines au nord de Vienne s'animèrent de mouvement. Ce qui n'était que forêt silencieuse résonnait désormais du bruit des bottes, des sabots et des chariots. L'armée du secours était arrivée, et à sa tête se trouvait un homme dont le nom allait devenir légende, le roi Jean III Sobieski de Pologne. Il avait 54 ans, vétéran d'innombrables batailles. Il avait combattu les Tatars, les Cosaques et les Ottomans, et connaissait leurs tactiques mieux que la plupart de ses ennemis ne connaissaient les leurs. Mais cette fois, c'était différent. Le destin de toute l'Europe dépendait de ce qui allait se jouer ici. L'alliance qu'il commandait était vaste, mais fragile. Elle rassemblait des hommes qui, jadis, s'étaient affrontés. Des Allemands, des Autrichiens, des Polonais et des Hongrois, désormais côte à côte pour la première fois depuis des générations. Ils parlèrent des langues différentes, priaient de manière différente et se méfiaient les uns des autres. Mais pour cette bataille, ils partageaient une seule conviction. Vienne ne devait pas tomber. Sobieski rencontra le duc Charles de Lorraine, commandant impérial sur la plaine du Nord. Leur poignée de main scella l'alliance. Ils décidèrent d'attaquer depuis les collines du Kahlenberg, une crête élevée dominant le camp ottoman. De là, ils pourraient frapper du haut vers le bas, surprendre un ennemi déjà certain de sa victoire. C'était un plan audacieux. Pour atteindre la crête, l'armée devait traverser des forêts épaisses et des vallées abruptes, traînant canons et chariots à travers la boue et les sentiers étroits. Les Polonais ouvraient eux la marche, dégageant les chemins à la lueur des torches. Des prêtres marchaient parmi les soldats, portant des croix et chantant des hymnes. Les hommes murmuraient des prières en gravissant la pente. Et au loin, derrière le brouillard, on voyait déjà la lueur rougeâtre de Vienne en flammes. Dans la ville, les défenseurs tenaient encore, à bout de force. Les canons ottomans tonnaient jour et nuit. Les murs s'effondraient. Les blessés remplissaient les églises. Les cadavres jonchaient les rues. L'air empestait la fumée, le sang et la mort. Dans la nuit du 11 septembre, un soldat posté sur le mur nord crut apercevoir quelque chose dans l'obscurité. De faibles lumières, petites, tremblantes, bougeant entre les arbres. Il cligna des yeux, incertain. Puis d'autres apparurent, des centaines, puis des milliers. Les cloches de Vienne se mirent à sonner frénétiquement. Les défenseurs crièrent les uns aux autres. Et pour la première fois depuis des mois, leur voix portait non plus la peur, mais l'espoir. Au dehors, Kara Mustapha vit lui aussi les lumières. D'abord, il pensa à des villageois en fuite. Mais bientôt vinrent les sons, le roulement des tambours, les trompettes et le tonnerre des sabots. La vérité le frappa comme un coup. L'alliance chrétienne était là. Les armées de l'Europe surgissaient de la forêt pour le défier. Il convoqua ses commandants et ordonna de préparer le camp à la bataille. Après 2 longs mois de siège, la guerre allait enfin commencer, et dans quelques heures, le destin de l'Europe se déciderait dans la poussière du matin. À l'aube du 12 septembre 1683, la brume qui couvrait la crête du Kahlenberg commença à se lever. En contrebas, le vaste camp ottoman s'agitait comme une bête qui s'éveille. Les tambours roulèrent, les trompettes sonnèrent. Des dizaines de milliers de soldats s'armaient pour la bataille, convaincus que ce jour serait celui où ils prendraient enfin Vienne. Ils se trompaient. Sur la crête au-dessus, l'armée chrétienne était prête. Les étendards polonais flottaient aux côtés des drapeaux autrichiens et allemands. Les prêtres bénissaient les soldats, et le son des hymnes s'éleva dans la vallée, d'abord doux, puis grondant comme le tonnerre. Le roi Jean III Sobieski s'avança vers l'avant. Il portait une armure étincelante, un casque orné de plumes d'aigle, et à son côté pendait un sabre qui avait traversé 100 batailles. Il leva la main vers la ville en contrebas et donna le signal. L'assaut commença. Sur la gauche, les troupes autrichiennes du duc Charles de Lorraine descendirent à travers les forêts, frappant les flancs ottomans.
Au centre, l'infanterie allemande avança, repoussant l'ennemi hors des tranchées et des redoutes. La fumée emplissait l'air, le sol tremblait sous le tonnerre des canons. Les janissaires ottomans combattaient avec acharnement, leurs turbans blancs scintillant au soleil alors qu'ils se ralliaient encore et encore. La bataille s'étendait sur des kilomètres de collines. Pendant des heures, les deux armées s'affrontèrent dans un combat féroce. Les lignes se brisaient, se reformaient, puis cédaient à nouveau. Chaque colline, chaque ravin devenait un champ de mort. Vers midi, l'avant-garde chrétienne atteignit les abords du camp ottoman. Mais les janissaires d'élite de Kara Mustafa tinrent bon. Le grand vizir, calme mais furieux, dirigeait la défense depuis son pavillon vert, lançant contre-attaque sur contre-attaque, vague après vague d'hommes. À l'intérieur de Vienne, les défenseurs entendirent au loin le grondement des canons. D'abord, ils crurent à une nouvelle attaque ottomane. Puis ils comprirent que le bruit venait du nord, des collines, de la délivrance. Ils se précipitèrent sur les murailles, criant, agitant des drapeaux, faisant tonner leurs canons en réponse. Pour la première fois depuis 2 mois, ils n'étaient en là plus seuls. Au milieu de l'après-midi, le camp ottoman sombra dans le chaos. Leurs lignes vacillaient. Kara Mustafa lança ses réserves, sa fierté, sa cavalerie. Des milliers de cavaliers s'élancèrent, leurs armures miroitant comme une rivière d'acier. Ils chargèrent le centre, espérant briser les Allemands avant que les Polonais ne descendent. Et soudain, du sommet de la crête, retentit un son comme si le ciel lui-même se déchirait. Les corps de Pologne. Sobieski avait attendu toute la journée pour cet instant. Il se tourna vers ses hommes. 3000 hussards ailés, les plus redoutables guerriers de Pologne, leur dos orné d'ailes de bois sifflant et rugissant dans le vent. Derrière eux se tenaient 20 000 cavaliers de plus, la plus grande force montée d'Europe depuis le Moyen-Âge. Sobieski tira son sabre, le pointa vers la vallée et cria un seul mot « Chargez !» La terre trembla, les collines rugirent et la cavalerie dévala la pente comme une avalanche de fer. Ils avançaient en formation parfaite, lances baissées, bannières au vent, le soleil scintillant sur des milliers de pointes d'acier. Les lignes ottomanes cédèrent à l'impact. Aucune armure, aucun mur, aucune volonté ne put résister à cette tempête. En moins d'une demi-heure, la plus grande charge de cavalerie de l'histoire européenne balaya le camp ottoman, fonçant droit vers le pavillon vert de Kara Mustafa. Le grand vizir tenta de rallier ses troupes, mais la panique s'était déjà emparée d'elle. Les janissaires reculaient, la cavalerie fuyait, les tentes brûlaient. Le champ de bataille n'était plus qu'un tourbillon de fumée et de cris. Kara Mustafa regardait, incrédule, tandis que son armée, la fierté de l'Empire, s'effondrait sous ses yeux. Au coucher du soleil, le camp ottoman n'était plus qu'un amas de ruines. Des milliers d'hommes gisaient morts. Tambours et étendards jonchaient le sol. Les survivants fuyaient vers la Hongrie dans la confusion. Et au-dessus des plaines fumantes du Kahlenberg, le vent emporta un nom, Sobieski, le nom de l'homme qui, en un jour, avait sauvé l'Europe tout entière. Lorsque la fumée se dissipa enfin, Vienne n'était plus une ville. C'était une cicatrice sur la terre. Les champs qui l'entouraient étaient jonchés de corps, les armures scintillant comme du verre brisé sous un soleil blafard. L'odeur de la poudre se mêlait à celle de la mort. Même l'air semblait plus lourd, comme s'il portait le poids de tout ce qui s'était passé là. À l'intérieur des murs, les habitants sortirent, incrédules. Le siège avait duré 2 longs mois, 60 jours de faim, de peur et de nuits sans fin. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, la ville tenait encore. Les familles fouillaient les ruines à la recherche des leurs. Les prêtres parcouraient les rues, bénissant les morts. Et lorsque les cloches sonnèrent ce soir-là, leur son n'était plus celui du désespoir. C'était un défi. C'était le son de la survie. Le comte Starhemberg pouvait à peine se tenir debout. Son uniforme était en lambeaux, son épaule saignait encore, mais il insista pour saluer l'homme qui les avait sauvés. Lorsque Sobieski franchit les portes de Vienne, couvert de poussière et d'épuisement, le peuple tomba à genoux. Ils l'appelèrent le sauveur de l'Europe. Il mit pied à terre,
embrassa Starhemberg et lui murmura « C'est ton courage qui a tenu jusqu'à notre arrivée. » Cette nuit-là, il n'y eut ni fête ni triomphe, seulement le silence, la prière et les larmes. Mais au-delà des murs, dans chaque église du continent, des bougies furent allumées pour Vienne. De Rome à Cracovie, de Venise à Prague, la nouvelle se répandit comme une flamme montante. Les Ottomans avaient été vaincus. L'Europe était sauvée. Loin de là, à Belgrade, le message atteignit le sultan Mehmed IV. Il le lut lentement, les mains tremblantes à mesure qu'il en comprenait le sens. La plus grande armée de l'Empire avait été brisée, ses bannières capturées, son orgueil humilié. Et l'homme en qui il avait placé toute sa confiance, le grand vizir Kara Mustafa Pacha, avait échoué. Le sultan ne dit rien, mais quelques jours plus tard, un messager arriva au camp de Kara Mustafa, en Hongrie. Il ne portait ni lettre ni message de consolation, seulement un cordon de soie, le signe de la justice impériale. Kara Mustafa comprit. Il inclina la tête, entoura le cordon autour de son cou et accepta son sort en silence. L'homme qui avait autrefois commandé 300 000 soldats mourut seul, dans une tente. Sa mort mit fin au rêve ottoman de conquérir l'Europe. À Vienne, la vie reprit peu à peu. Les murs furent reconstruits, les champs furent nettoyés, mais les cicatrices, elles, ne s'effaceraient jamais vraiment. Les enfants grandissaient en écoutant les récits de cet été-là, de la faim, du feu et du tonnerre venu des collines du Nord. Pour le reste de sa vie, Sobieski fut célébré comme un héros. Il retourna en Pologne, non pas en conquérant, mais en gardien. Quand il entra dans Cracovie, le peuple le couvrit de fleurs, chantant des hymnes pour le roi qui avait sauvé la chrétienté. Mais dans son cœur, il ne portait ni triomphe ni orgueil, seulement de la gratitude. Il savait à quel point le monde avait frôlé l'abîme. Et alors que le soleil se couchait sur les plaines de Vienne, une ère s'achevait. Car dans les cendres de cette bataille, un nouvel équilibre allait naître, et avec lui, le destin moderne de l'Europe. La victoire de Vienne changea tout. Pendant des siècles, l'Empire ottoman avait été la force irrésistible du monde. Mais en ce jour de septembre 1683, son avancée vers l'Europe prit fin. L'équilibre des puissances bascula. Les royaumes chrétiens autrefois divisés trouvèrent dans la survie une unité nouvelle. De nouvelles alliances virent le jour. La Sainte Ligue porta la guerre vers l'Est et, un à un, les bastions ottomans commencèrent à tomber. Pour la première fois depuis des générations, l'Europe ne se battait plus pour exister, elle commençait à s'élever. Les historiens appelleraient plus tard Vienne le tournant de l'époque moderne. C'est là qu'un rêve impérial s'acheva et qu'un destin continental commença. Et bien que les siècles aient passé, les échos de cette bataille résonnent encore, dans le son des cloches des églises, dans les murs qui tiennent toujours, et dans la mémoire d'une ville qui affronta seule les ténèbres et ne tomba pas.